Bonsoir, bienvenue sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du 7-8. L'actu, le journal de la rédaction pour ne rien manquer de l'actualité locale. Voici tout de suite les titres de ce 19 mai. Ce samedi, 4 associations de riverains de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École manifestaient contre les nuisances aériennes. Ils réclament des plages de silence. Les élus sont venus les soutenir. 2 mois après son élection, le maire UMP de Bois d'Arcy impose un nouveau style. La page est définitivement tournée. La ville était détenue par le socialiste Claude Vuillet depuis 3 mandats. Il est l'invité de ce journal. Le Festival de Cannes, ses films, ses stars, ses Yvelinois. En partenariat avec Radio Sensation, découvrez toute la semaine comédiens, réalisateurs, financeurs qui actuellement participent à cette célébration du 7e art. Il est 18h si vous nous suivez en direct ce lundi. Il y a quelques instants vient de se terminer la première conférence de presse de Didier Deschamps à Clairefontaine. L'équipe de France de football prend ses quartiers dans son centre d'entraînement yvelinois. Ils sont déjà arrivés Hugo Lloris, Mamadou Sakho ou encore Mathieu Debuchy. L'entraîneur est revenu sur la blessure du week-end, celle du gardien Steve Mandanda, forfait pour ce mondial. Je vous propose d'écouter un extrait de la première conférence de presse du champion du monde 98. Sur place, Patrick Jacques de Dixmude. Je suis triste pour lui, ses camarades aussi. C'est des choses qui peuvent arriver, malheureusement. Et là, aujourd'hui, voilà, c'était injouable pour lui de pouvoir espérer être disponible par rapport à ce qui nous attend. Les Bleus sélectionnés qui se préparent dans les Yvelines, ils disputeront le 27 mai un premier match de préparation contre la Norvège au Stade de France. Une centaine de riverains a manifesté ce samedi sur l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École contre les nuisances aériennes. Soutenus dans leur action par des maires, notamment de Saint-Cyr-l'École ou encore de Plaisir, ils réclament des plages de silence le week-end, de nouvelles trajectoires également pour les engins. Catherine Zulato et Claire Cambier. Sylvaine Harlet habite depuis 87 à Villepreux. Elle est venue manifester ce samedi matin à l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École pour dénoncer les nuisances aériennes. Je suis juste au-dessus de la montée et de la descente sur l'aérodrome de Saint-Cyr. Donc voilà, le départ c'est à 8h moins le quart le matin, toutes les 2 minutes, et le retour le soir à 23h30. Quand on est arrivé, il n'y avait pas d'avion. Voilà, donc petit à petit ça s'est infiltré. Nous avons eu des hélicoptères qui sont venus s'imposer ici. Comme elle, ils sont une centaine, des riverains, mais également des élus des communes alentours. S'il y a eu la présence aujourd'hui des maires de 4 communes et des adjoints d'autres communes, c'est quand même que l'exaspération, c'est 20 ans de combat et surtout 20 ans de l'inexistence complète et totale de dialogue avec les usagers de l'aérodrome. Il est important que les habitants qui vivent les nuisances isolés les uns des autres aient l'occasion de se retrouver et surtout de montrer leur détermination. Leur détermination et leurs revendications dans ce courrier qu'ils adressent à la Direction générale de l'aviation civile. Les associations de riverains réclament de nouvelles trajectoires et surtout des plages de silence le week-end. C'est à peu près 600 mouvements par jour, donc vous imaginez que vous avez un avion toutes les 2 à 3 minutes qui passe soit au-dessus de vos habitations, soit à proximité de vos habitations, mais avec un vacarme infernal. Aujourd'hui, nous ne sommes pas entendus du tout sur nos revendications, donc en fait, les pilotes ne veulent pas adhérer à ces plages de silence pour des raisons évidentes, parce qu'on les gênerait dans leur activité, qui je le rappelle est une activité de loisir. Les associations de riverains regroupent à ce jour 2000 adhérents et malgré la petite centaine de manifestants présents samedi matin, ils continuent le combat, un combat de plusieurs années. La Direction générale de l'aviation civile, jointe par téléphone, confirme connaître les attentes de ses habitants. Des revendications qui seront une nouvelle fois étudiées lors d'une commission consultative qui doit se réunir en juin et où seront rassemblés les principaux acteurs du dossier. À une semaine des élections européennes, Debout la République, vous allez le voir, a pris de la hauteur en affichant son message dans le ciel des Yvelines, le parti de Nicolas Dupont-Aignan qui espère progresser dans un contexte eurosceptique qui lui est plutôt favorable. À Émancé, Jérémy Ebras, Vincent Tassi sont allés rencontrer la tête de liste pour la région Île-de-France. Dominique Jamet est tête de liste de Debout la République aux élections européennes. Pour lui, le scrutin du 25 mai se résume à un choix très simple, devenir un État fédéré ou conserver ses prérogatives d'État-nation. Pour le vice-président du parti dirigé par Nicolas Dupont-Aignan, la réponse ne fait aucun doute au regard de son programme. Renégocier les traités qui ont privé progressivement la France de la maîtrise de son budget, de la maîtrise de sa monnaie, de la maîtrise de ses lois et de la maîtrise de ses frontières. Un discours aux accents anti-européens proche de celui tenu par le Front National. Pourtant, Dominique Jamet l'assure, si le parti de Marine Le Pen forme un groupe parlementaire, il ne le rejoindra pas.
que ce soit avec Alternative für Deutschland, parti récemment né en Allemagne, que ce soit avec le parti danois, que ce soit avec l'UKIP, avec éventuellement des mouvements grecs avec qui nous entendons, ou finlandais. Nous espérons pouvoir constituer un groupe qui ne sera pas le même que celui qui se réalisera autour du Front National. Prendre ses distances avec le FN et prendre de la hauteur dans le ciel yvelinois, voilà les moyens de Debout la République pour s'affirmer aux élections européennes. En 2009, le parti avait réalisé 2,44% des suffrages en Île-de-France. À noter aussi le meeting à venir dans les Yvelines de la liste L'Alternative, conduite par le Modem et l'UDI. Demain, les candidats en Île-de-France, Marielle de Sarnez, Jean-Marie Cavada ou encore Chantal Joanneau tiendront une réunion publique à l'université Interage à Versailles dès 19h. Et puis, pas de meeting, mais un déplacement sur le terrain pour Olivier Besancenot, tête de liste NPA, nouveau parti anticapitaliste également dans la région. Le 20 mai, il sera aux côtés des salariés de PSA à Poissy, de Renault à Guyancourt, mais aussi du personnel de l'hôpital de Poissy, avant de terminer ce marathon par un échange avec les grévistes de Phébus à Versailles, la société de transport en commun qui, je vous le rappelle, est mobilisée depuis plus d'une semaine. Nous y reviendrons bien sûr. L'Europe dans notre quotidien, dernière ligne droite avant le vote pour notre série explicative signée Catherine Zulato, le centre d'information Europe Direct, qui nous présente ce soir le rôle de l'Union dans la législation de la téléphonie mobile. De manière pratique, elle va surtout limiter la facture téléphonique des clients. Parce que, récemment, le Parlement européen a voté ce qu'on appelle le paquet télécom. Et ce paquet télécom contient notamment ce qu'on appelle la fin du roaming. Alors, le roaming, c'est les frais d'itinérance 3G quand on est dans un pays de l'Union européenne. Alors, c'est-à-dire que, par exemple, un citoyen qui a un smartphone, qui souhaite consulter Internet via les réseaux 3G ou la 4G, tout simplement, va utiliser son forfait téléphonique, va utiliser sa data. Or, parfois, il arrive assez souvent qu'on explose, qu'on dépasse le forfait qui est autorisé. Et donc, notamment quand vous êtes à l'étranger, avant, on avait des surcoûts qui étaient facturés. C'est-à-dire qu'on avait l'opérateur local qui facturait la connexion 3G, mais on avait aussi l'opérateur national qui pouvait aussi récupérer de l'argent. Le Parlement européen vient d'interdire cela, malgré l'avis contraire du gouvernement français. C'est effectivement un plus pour le consommateur. On a déjà entendu des cas dans l'actualité où on avait des personnes qui n'avaient pas désactivé leur 3G quand ils partaient à l'étranger et qui revenaient avec des factures de 1000, 2000, 3000 euros, voire même 10 000 euros dans certains cas. Le texte n'est pas encore définitivement adopté, il doit être validé par les États, mais si le texte est voté en la matière, le texte s'appliquera à tout le monde pour les opérateurs français. Après, s'ils veulent contester, ils peuvent toujours tenter une action devant la Cour de justice de l'Union européenne. Mais il y a de fortes chances qu'il soit débouté parce que tout simplement, ça va être un droit supplémentaire qui est accordé aux citoyens européens. Et ça, la Cour de justice n'aime pas revenir sur les droits des citoyens européens. On reste dans la politique avec l'invité du jour, Philippe Bennassaya. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire UMP de Bois d'Arcy, élu pour la première fois à ce poste en mars dernier. On va adresser un bilan de vos premières actions et ce rapide questionnaire. Pour débuter, cela concerne vos engagements de campagne, pas de surprise. Vous me répondez tout simplement par fait ou pas fait, éventuellement si c'est en cours. Supprimer le projet Cœur de Ville. Bientôt. Augmenter la fréquence des transports en commun. Pas tout de suite. Stabiliser les impôts locaux. Fait. Appliquer le service minimum dans les écoles. Fait. Mettre en place un guichet unique en mairie pour faciliter les démarches. Bientôt, fin d'année. Voilà, quelques-unes des propositions que vous aviez faites pendant votre campagne. Juste, on va revenir sur la fréquence des transports en commun pour bientôt. Oui, parce qu'il faut quand même négocier avec Versailles Grand Parc, aussi avec la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, parce que nous sommes entre deux gares, hein, la gare de Saint-Quentin et la gare de Fontenay. Donc c'est pas quelque chose. Je vous rappelle qu'on est là que depuis 2 mois. Hein. Tout à fait, effectivement. Invité donc aujourd'hui le maire de Bois d'Arcy. On va rentrer un peu plus dans le détail de vos premiers mois en tant que maire. Votre première mesure a été l'annulation du projet Cœur de Ville. Alors pourquoi cette suppression de ce projet qui était porté par votre prédécesseur? Est-ce que c'est une motivation idéologique? Et quelles sont vos justifications? Justement, mes motivations n'étaient pas idéologiques. Dans la précédente mandature, oui, mais là, non. Non, parce que notre projet repose sur la défense du cadre de vie, de l'environnement, et que nous pensons toujours que ériger 400 logements sur un carrefour, c'est suicidaire. Suicidaire pour la circulation, suicidaire pour les transports, suicidaire pour les services publics, et c'est suicidaire pour la densité urbaine dans un carrefour. Si j'avais la place de faire 400 logements, j'y réfléchirais. Mais sur un carrefour, en plus le carrefour de la mairie qui est déjà totalement saturé, c'était une hérésie.
Quelle solution en placement vous proposez Nous aujourd'hui? supprimerons donc lors du prochain conseil municipal du 17 juin par délibération le projet de cœur de ville et nous allons lancer une véritable concertation parce que nous avions beaucoup de choses à redire sur cette concertation qu'il y avait eu dans les années passées où l'avis des artisans n'avait pas été pris en compte. C'est ça qui était dangereux. Là, nous ferons une vraie concertation avec les artisans pour pouvoir bâtir ensemble un projet plus environnemental, plus bas, plus doux en matière de hauteur et plus vert en cœur de ville. Comment vous pourriez définir votre style de gestion? Révolutionnaire, faire table rase du passé? Non. Est-ce que c'est un... Non. Révolutionnaire, non. Faire table rase du passé, je vois les références, non. Mais non. Ce qui nous apparaît nécessaire de faire, c'est le pragmatisme, c'est-à-dire répondre précisément aux attentes des artisans, loin des idéologies et loin des querelles politiciennes, ce qui était souvent le cas dans le passé, malheureusement, avec toutes les divisions qu'il y a eu. Notre objectif à nous, c'est de répondre aux attentes des artisans avec pragmatisme, réalisme, sans révolution, mais avec évolution. Un mot sur vos rapports justement avec votre prédécesseur Claude Vuillet. Apparemment, lui est en conflit avec son ancien collègue, ancien adjoint Olivier Collot, secrétaire de la section locale du Parti socialiste. Il a été très abattu après cette défaite. Est-ce que vous échangez aujourd'hui avec lui, sachant qu'il siège dans votre opposition puisqu'il maintient ce mandat? Non, on reconnaît souvent les gens dans la défaite. Je découvre M. Vuillet dans la défaite. Il est en conflit avec tout le monde, avec ses propres amis, son propre parti, son propre courant politique, avec moi, avec les artisans. Écoutez, lorsqu'on ne veut pas reconnaître sa défaite et faire le travail d'autocritique que nous avons fait, nous, en 2008, quand nous avons perdu, nous avions, là, pour le coup, fait table rase du passé et reconstruit une véritable alternative pour Bois d'Arcy, tant qu'il est dans cette violence un peu et dans ce ressentiment, dans cette amertume, eh bien, je pense qu'il bloquera pour beaucoup d'années le renouvellement dans son courant politique. On en revient à votre action. Nous avons demandé à quelques-uns de vos amis administrés ce qu'ils pensaient de vos premières décisions. Satisfait qu'il ne fasse pas le centre-ville. Voilà. Maintenant, le restant, il faut attendre, je ne le connais pas. Oui, pour le centre-ville, c'est formidable. C'est-à-dire? Il voulait faire des tours et on était contre. Les raisons, elles sont faciles quand vous habitez Bois d'Arcy. La saturation du carrefour et construire 400 logements dans un carrefour qui est saturé matin et soir, où vous mettez un quart d'heure, 20 minutes des fois pour passer. Je suis réellement désolé. On construit pas 400 logements en cœur de ville, alors que la ville manque de parking, il n'y a rien du tout. J'ai cru entendre dire qu'il ne voulait pas l'appliquer, ce que je cautionne complètement. Moi, ma fille rentrera en dernière année de maternelle. Je ne vois pas du tout l'intérêt pour elle d'aller à l'école le mercredi matin. Moi, je ne travaille pas le mercredi. Donc, avec ou sans classe, de toute façon, c'est pas vraiment gérable pour quelqu'un qui ne travaille pas le mercredi. Donc, dans tous les cas, je ne travaillerai pas. Donc, ça n'arrange en rien les parents. Et je ne suis pas du tout sûre que ça arrange les enfants, bien au contraire. Les idées sont bonnes. Maintenant, moi, j'attends de voir un peu plus tard. Bilan, les gens attendent, en tout cas ils sont satisfaits pour le projet Cœur de Ville. On a aussi entendu une mère de famille évoquer cette réforme des rythmes scolaires. Alors ça n'a pas été initié par votre prédécesseur, en tout cas lui avait prévu de la mettre en place à la rentrée. En revanche, ce n'est pas votre cas. Il n'y aura pas de réforme des rythmes scolaires à la rentrée en septembre pour Bois d'Arcy. Alors juste un petit mot avant de rentrer dans les rythmes scolaires, juste 10 secondes. L'élection ne s'est pas faite uniquement sur le cœur de ville. Je sais que c'était le grand projet. C'est ce qui revient le plus. Oui, absolument. Mais lorsqu'on fait un vrai micro-trottoir plus long, c'est normal. Vous avez d'autres villes à faire. Il y avait d'autres considérations qui jouaient. Mais c'est vrai, on va dire que le cœur de ville était l'axe prioritaire du programme. Il y avait bien d'autres choses qui font qu'on a gagné. Sur la réforme des rythmes scolaires, lorsqu'on a des convictions, il faut les appliquer. J'étais contre cette réforme, je suis toujours contre cette réforme, je pense qu'elle fatigue les enfants, elle n'est pas financée en plus, et en plus compte tenu des marges de manœuvre de notre budget qui sont totalement nulles, il est totalement impossible d'appliquer cette réforme qui va coûter cher. Alors, soit j'augmente les impôts pour appliquer cette réforme dont on ne sait même pas si elle a un impact positif sur les enfants. Donc, comme à plaisir, comme à Elancourt, vous n'appliquerez pas cette réforme. Je reporte donc pour la rentrée 2014-2015 cette réforme des rythmes scolaires. Pour autant, vous nous dites que vous reportez, mais le responsable de l'académie que nous avons rencontré il y a quelques jours, on nous disait qu'il mettrait en place lui-même la réforme si les maires ne voulaient pas l'appliquer. Eh bien, on verra. ferait les horaires, et si les maires ne veulent toujours pas appliquer les nouveaux horaires, ce sera au préfet. Eh bien, on verra à ce moment-là. Vous pourriez vous attacher à l'école ? Si les préfets demandent à ce que les écoles soient ouvertes. En tout cas, nous irons le plus loin possible dans nos convictions.
Ensuite, on verra s'il faut discuter, parce que cette méthode-là de l'État tout-puissant qui impose à une commune, malgré les marges de manœuvre nulles dont je parle, une réforme dont on n'a absolument pas des résultats au niveau des enfants, je trouve ça intolérable, je trouve ça totalitaire, pardonnez-moi l'expression. Voilà. Donc moi, je suis sur mon report de la réforme des rythmes scolaires, je suis maire de cette ville de Bois d'Arcy, j'ai délibéré en ce sens, je reste là-dessus. Projet, horaire, rien n'a été déposé de votre part. Non, donc on reportez, quelle que soit la décision, et on verra ensuite comment ça évoluera. Parce que si les préfets doivent imposer... Bien sûr, on verra à ce moment-là. Je reviendrai vous en parler. Tout à fait. Philippe Benassaïa, ce matin, nos confrères du Parisien qui revenaient sur les budgets, vous l'avez évoqué d'ailleurs à la baisse dans certaines communes, vous en faites partie, vous avez décidé de faire des économies. 400 000 euros d'économies. Comment vous faites 400 000 euros d'économies? Non, alors il y a eu une petite erreur dans le. C'est 4 000, non? Non, il y a eu une petite erreur dans l'analyse faite, non pas par vous. C'est en fait, nous n'avons, enfin, Versailles Grand Parc nous versait 400 000 euros. Donc la communauté d'agglomération à laquelle vous appartenez. Voilà, elle ne nous verse plus cette subvention qui est très technique. Pardonnez-moi, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc c'est vrai que nous allons faire un budget en 2015 avec ces 400 000 euros de moins. À cela, vous rajoutez les baisses des dotations de l'État, qui sont importantes pour chaque ville, et puis quelques entreprises qui vont disparaître de Bois d'Arcy, donc avec encore une fois des marges de manœuvre très 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 étroites. Nous allons faire un budget très rigoureux parce que compte tenu de ce que je viens de vous dire, combien d'économies à réaliser alors? Il faut plus 400 000 plus le reste, il va falloir trouver les. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on est en crise et lorsque l'État diminue ses aides aux communes, eh bien, il faut réduire le train de vie des communes. Lorsque vous, dans votre ménage ou dans votre famille, vous n'avez plus les moyens de sortir, vous n'allez plus au restaurant, vous n'allez plus au cinéma. Eh bien, pour une commune, c'est à peu près la même chose. Il faudra se serrer un peu la ceinture. Et il faudra que les Arcisiens... Non, je ne l'ai pas estimé, mais il faudra que les Arcisiens comprennent qu'il va falloir réduire la voilure, à moins d'augmenter les impôts. Mais je ne souhaite pas augmenter les impôts et faire peser la crise sur le dos des Arcisiens. Donc vos priorités, les économies se feront où? Les économies se feront sur le train de vie, comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire l'événementiel, la communication, la culture, etc. Toujours pour citer nos confrères du Parisien, ils évoquent la culture? Absolument, je viens de vous le dire. C'est la priorité, la culture, oui. Oui, pas seulement. L'achat des livres, des CD, l'action culturelle, la médiathèque. Oui, alors il y avait Ce sont des choses qui peuvent faire peur aussi aux usagers. Oui, je comprends, mais vous savez, il faut faire parler les chiffres. Et pas les commenter. Pour l'achat des livres, il y avait à peu près 50 000 euros d'achat de livres par an. Bien, on va peut-être réduire de moitié, 25 000. Voilà, c'est pas dramatique d'avoir un budget de 25 000 euros pour acheter des livres plutôt que de 50 000 en temps de crise. C'est pas grave, c'est pas dramatique, mais nous faisons un geste pour réduire justement ce train de vie-là. Mais il n'y a pas que la culture, il y a l'événementiel, c'est-à-dire tous les événements, il y a aussi la communication, ma propre communication, etc. Tout ce qui est en plus de ce que nous ne bougerons pas, c'est-à-dire bien sûr la solidarité, les seniors, les affaires sociales, etc., qui sont là pour le coup prioritaires. Un dernier mot très rapide pour conclure. Votre regard sur les européennes. L'abstention s'annonce très forte. Vous leur dites quoi aujourd'hui à vos administrés pour voter dimanche? Valérie Pécresse qui disait aujourd'hui au Figaro, donc la secrétaire générale déléguée de l'UMP, qui s'occupe de l'UMP également dans les Yvelines, elle disait les listes des fouloirs sont inutiles, vont affaiblir la France. Oui, il ne faut pas confondre d'élections. L'Europe, c'est très important pour nous au quotidien. C'est très difficile d'expliquer cela à nos administrés parce qu'ils ne voient pas l'Europe au quotidien. Et pourtant, l'Europe est présente partout dans notre quotidien. Ça aura une incidence jusque dans les communes. Et ça aura une incidence, si je peux vous le dire, maintenant que je suis maire, ça a une incidence énormément. Il faut voter utile. Voilà, quel que soit votre vote, mais il faut voter utile. Il faut éviter justement de voter pour des listes anti-européennes, anti-euro, anti-tout, qui profitent des européennes pour se défouler. Merci Philippe Benassaïa, maire UMP de Bois d'Arcy, d'être venu en plateau. La nuit des musées, nous poursuivons ce journal. Plus de 2 millions de visiteurs à travers l'Europe qui partagent ce moment culturel nocturne. La gratuité est de mise et le plus souvent des événements sont proposés, des concerts, des performances. À 50 ans en Yvelines, le musée de la ville a fait le pari du hip-hop. Yolène Torres et Julien Leroy. 1, 2, 3, 4. C'est parti pour une soirée rythmée par les cultures urbaines. À l'occasion de la nuit des musées à Saint-Quentin en Yvelines, graphe, pochoir ou encore breakdance, c'était au programme. C'est très ludique pour les enfants et tout, donc pour salir nos futurs murs. Et puis j'ai trouvé ça sympa parce qu'ils s'éclatent quoi. C'est toujours un plaisir de voir des artistes libres. La plupart des gens ils disent ouais, ce sont des tags, c'est pas beau, etc. Et là ça montre vraiment que c'est pas uniquement un graffiti, il y a quelque chose derrière, il y a une démarche artistique. Une véritable démarche que les artistes ont tenté de mettre en avant à travers les différents ateliers proposés. D'autant plus que nous fêtons cette année les 30 ans de hip-hop sur le territoire. Un anniversaire important pour la jeune génération d'artistes. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que nous, on n'avait pas vraiment de structure.
Enfin, encore, j'ai même pas 50 ans, je suis encore jeune, j'ai 23 ans. Mais on a la possibilité de pouvoir maintenant travailler avec des mairies, des choses comme ça. Donc c'est une très belle évolution et que ça puisse continuer comme ça. Il y a une bonne tradition hip-hop dans la ville. Ouais, c'est vrai. Et j'espère que cette tradition va se perpétuer au fil du temps. On est là pour la supporter. On veut montrer aux gens qu'il n'y a pas d'âge pour faire du hip-hop, on peut commencer à tout âge et que c'est surtout dans la tête. Et quand il y a la volonté, on peut faire ce qu'on veut. Un message qui semble être bien passé. Après quelques hésitations, ces jeunes initiés se lancent et font le show. La relève est assurée. La nuit des musées, autre style, c'était aussi à Versailles ce week-end, le château qui proposait une visite de nuit, un moment magique. Julien Leroy a recueilli les impressions de quelques privilégiés. Et vous pensez que c'était important d'ouvrir le château de Versailles ce soir ou pas ? Alors moi je suis versaillaise, donc c'est vrai que voilà, je le vois tous les jours, mais pour autant je suis là ce soir, donc oui c'est important. Ouais. Ça permet d'appréhender un peu le musée sans forcément passer la journée là-bas, quoi. Donc c'était assez intéressant. Ouais. C'est magnifique. Moi je l'ai vu le jour, là c'est encore plus beau la nuit. Hein. On est dans une autre ambiance, on va dire, plus... pas dire ésotérique, mais presque. On se dit on va peut-être voir Marie-Antoinette, un voile passé dans le château, pourquoi pas quoi. Quelques hallucinations au château de Versailles ce week-end. Culture toujours, mais direction Cannes. Le festival s'est ouvert il y a quelques jours et au milieu des stars, on trouve aussi des jeunes originaires des Mureaux. Membres du jury d'une autre compétition en avril dernier, le festival des juniors dans les Yvelines qui propose long métrage, exposition dans le nord du département. Ils vivent à leur tour aujourd'hui, en récompense de leur engagement, un rêve dans la cité du 7e art. C'est un reportage de Nicolas Kirillovitz pour Radio Sensation, assisté de Franck David. Ils ont entre 9 et 12 ans et ils réalisent leur rêve, venir au Festival de Cannes. Julien, Madeleine, Laurine et leurs copains sont les gagnants cette année du Festival des juniors des Mureaux, un concours qui fait appel depuis presque 15 ans au talent de critique de jeunes Yvelinois. Le principe, c'est une action d'éducation à l'image qui se déroule sur un territoire, les Mureaux, Verneuil-sur-Seine et Vernouillet, Meulan, et qui consiste en un concours de critique en novembre-décembre. Ensuite, à partir de ce concours, on choisit un jeune jury. Ensuite, en avril, on organise un festival avec un vrai festival, 35 films, dont 9 films en compétition. Et ce sont les jeunes qui ont gagné le concours de critique qui représentent le jeune jury. Ils choisissent le grand prix du Festival des juniors et ensuite, pour les récompenser, on les emmène à Cannes. 2 à 3 000 participants et seulement 10 heureux élus. Le Festival des juniors demande un vrai talent critique. Sous le feu des projecteurs pour cette édition qui s'est déroulée en avril dernier à Almania. Ce film aborde avec humour les problèmes d'une famille turque expatriée en Allemagne. Sieht aber seltsam aus. Eine Riesenratte und eine Gefriesenratte. Und das ist unsere eigene Toilette. Und was ist das für ein komischer Stuhl? Das ist ein deutsches Klo. Da setzt man sich drauf. Au programme du séjour cannois, projection de films, balade sur la Croisette et en ville, et puis chaque soir, la montée des marches. Un spectacle glamour avec des stars qui ne semblent pas déplaire à nos critiques en herbe, bien au contraire. Moi j'adore Cannes parce que j'adore le soleil et c'est très agréable toujours. Et puis la montée des marches, évidemment j'ai pas reconnu de personnes très connues, mais c'est toujours une ambiance un peu spéciale, donc c'est spécial. Je savais qu'il y avait des stars qui montaient les marches, mais moi je pensais qu'elle viendrait signer des autographes aux gens et tout ça, mais en fait non. Je connais aucun acteur, alors c'était un peu compliqué. Ce qui m'amuse en fait, c'est qu'on est avec tous nos amis et on peut bien jouer ensemble, rigoler, et voilà. C'est mieux que quand on est toute seule, quand on est tout seul. Et bientôt, ce seront peut-être eux qui monteront les marches du palais, car pour certains enfants devenus grands, le Festival des juniors des Mureaux n'a été qu'une simple étape. On a monté depuis un concours de court-métrage, on a des jeunes qui se sont lancés dans des études de cinéma, donc c'est vrai que sur le territoire, ça a quand même mobilisé pas mal de monde et déclenché quand même des passions et des envies d'aller un peu plus loin, on va dire. L'année prochaine, c'est un film anglais qui sera soumis aux critiques des plus jeunes des Mureaux et des villes alentours. Believe, un film sur le football, un thème probablement d'une plus grande source d'inspiration pour les garçons.
TV-Fil Radio Sensation qui s'associe pour la durée du festival de Cannes. On retrouvera sur place Nicolas Kirillovitz, le Vénard, jusqu'à la fin de la semaine. Prochain journal en direct à 18h mardi. Vous retrouverez Catherine Zulato. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès 18h15 pour le second débat de ces européennes sur notre antenne. PS, UMP, Front National, Europe Écologie Les Verts pour échanger sur la crise économique et l'euroscepticisme également. Excellente soirée sur notre antenne.